On fait une émission un peu spéciale, organisée un peu en urgence face à une situation internationale très très convulsive. Et notamment, on voulait discuter dans ce stream qu'on espère régulariser avec Philippe Okoye et Julien Chang de la section internationale de RP. Le sujet central, qui occupe toutes les unes de la presse bourgeoise depuis jeudi dernier, et c'est le nouveau plan de Donald Trump qui a été présenté pour la résolution, pour la sortie prétendue de la guerre en Ukraine. Donc on va essayer de revenir sur ce plan, sur les enjeux qui sont en place pour les États-Unis, pour les États européens, évidemment pour l'Ukraine et pour la Russie, le régime de Poutine. Et surtout, on va essayer de discuter, est-ce que ce plan, à quel point on doit le voir comme un saut dans la situation, un véritable tournant, ou juste un dernier épisode dans une espèce de yo-yo diplomatique qu'on a pu voir ces derniers mois avec des va-et-vient de l'administration de Trump à l'égard de l'Ukraine. Donc, je pense qu'on va même commencer par ça. On a avec nous Lilian depuis Toulouse qui va participer et Philippe. Du coup, je te dis coucou aussi. Coucou, bonjour. Là, actuellement, on voit que la presse, elle est secouée aujourd'hui, ce matin, par un scandale sur les origines de ce plan et sur le fait que Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump sur la question de l'Ukraine, il aurait conçu le plan en consultant directement le régime russe et certaines figures du régime russe. Donc ça, c'est maintenant la principale préoccupation de Washington Post, du New York Times, etc., etc. Mais je pense que nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, au-delà des origines du plan et du fait que voilà, il y aurait une tonalité plus allant dans le sens des revendications de Kremlin dans le plan initial de 28 points. Il a été changé, on va revenir aussi sur ça dessus. Moi, ce qui m'intéresse, peut-être pour ouvrir la discussion, c'est est-ce que c'est vraiment, on doit prendre ce plan très très au sérieux, parce que même si je pense pour la plupart des gens, c'est devenu très dur de suivre tous les revirements dans la politique de Trump à l'égard de la guerre en Ukraine. Donc on a vu en février dernier une scène hallucinante où Trump a brutalisé en direct Zelensky à la Maison Blanche. Donc ça a provoqué une crise en Europe, ça a provoqué aussi une accélération de la militarisation. Mais ensuite, il a commencé comme un nouveau tournant, il a commencé à menacer Poutine, il a commencé de nouvelles sanctions visant le pétrole russe. Il a organisé également ensuite un sommet à Alaska. Il a agité même la menace de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine pour au final reculer sur cette promesse. Donc, est-ce que ce dernier plan de 28 points qui a été réduit désormais à 19 points, c'est une véritable avancée, un véritable tournant qui vise à répondre à des avancées de la Russie sur le champ militaire? On voit beaucoup dans la presse aussi que la Russie est en train d'être au point de prendre une ville de Pokrovsk, ce qui constituerait une avancée importante. Donc, est-ce que selon vous, Julien, Philippe, aujourd'hui on s'approche plus que jamais de dénouement de cette guerre, 4 ans après le début de l'invasion réactionnaire de l'Ukraine par la Russie? Bien. Et bon, c'est qu'il faut le prendre au sérieux, le plan. Je pense qu'il le prendre au sérieux parce que quand même c'est la première fois que l'impérialisme nord-américain propose un plan très concret des sorties des sorties, je ne sais pas, mais en tout cas pour arrêter la guerre. Donc de ce point de vue, oui, il faut le prendre au sérieux, mais ça ne veut pas dire que le plan va fonctionner. Il révèle beaucoup de contradictions au sein des États-Unis lui-même, au sein de l'Union européenne et de l'Ukraine, évidemment, qui se trouve complètement aujourd'hui dépendante de l'aide extérieure pour continuer à exister et même tenir le front. Donc voilà, ça exprime une volonté des États-Unis, en tout cas une partie de l'establishment aux États-Unis, qui veut vraiment mettre fin à la guerre en Ukraine pour des raisons qu'on pourra discuter plus tard, mais pas pour des questions humanistes comme on pourrait s'imaginer. Et d'autre part,
les Européens et les Ukrainiens, en tout cas le régime, qui, en tout cas la première proposition de plan, la trouve trop favorable aux exigences de la Russie. Beaucoup parlent et ils disent, non, beaucoup d'analyses disent, et même le gouvernement de Trump lui-même dit que, en tout cas, ce premier plan répondait à une réalité sur le terrain. Le terrain de la guerre, où la Russie, même si elle avance peu à peu et très doucement, etc., elle est en train d'avancer. Même tout le monde reconnaît ça, même si c'est à un très grand coût financier, humain, etc. Mais la Russie avance. Donc le plan, soi-disant, d'après les dires de l'administration Trump, il essayait de répondre à cette réalité. Mais en face, on a eu une réaction de l'Union européenne et de Zelensky qui a fait qu'aujourd'hui, comme tu disais, le plan a été ramené à 19 points. Mais l'essence, je pense, de cette question qu'il faut qu'on voit, c'est que les États-Unis et aujourd'hui, personne n'arrive à mettre une fin à la guerre de façon diplomatique. Ça, c'est une contradiction très importante qu'il y a et qui laisse peu d'autres choix ou d'autres voies à la résolution du conflit que la guerre elle-même. Ce qui aussi est très incertain. Donc, je pense que la discussion se pose là-dessus. Je disais non, les contradictions. La contradiction, c'est que pour certains, il faut essayer de profiter maintenant de cette situation pour arrêter la guerre à travers la voie diplomatique des négociations, et d'autres disent non, que c'est pas le plan, il est trop favorable à la Russie, donc il faut continuer à négocier ou modifier le plan au risque que la Russie n'accepte pas. Mais il y a l'autre risque, c'est que vraiment à un moment la Russie réussisse à épuiser, à vaincre l'armée ukrainienne et même à obtenir une certaine victoire, ne sais pas de quel type, mais une certaine victoire sur le terrain de bataille, et que ça implique soit une humiliation d'abord pour l'Ukraine, mais aussi pour les États-Unis et les différentes puissances européennes qui soutiennent l'Ukraine. Donc, la situation se trouve un peu dans cette situation aujourd'hui. Et sur le contenu du plan, sur quoi s'appuient les analystes des médias bourgeois, même les chefs d'État des États européens, quand ils disent que le plan de Trump initial de quasiment 30 points, qu'il va trop dans le sens des revendications de la Russie qui ont été déjà exprimées, même notamment lors de la rencontre de Trump et Poutine à Alaska. Sur quoi il s'appuie, qu'est-ce que contient ce plan et en quoi il répond à des revendications qui ont déjà été avancées par le Kremlin. Oui, effectivement, il y a des points importants. En tout cas, la première partie du plan, la première version, non, répondait à certaines exigences importantes de la Russie, comme la réduction, la limitation de la taille de l'armée ukrainienne à 600 000 hommes, je crois aujourd'hui, et autour de 800 000, un peu plus, et 800 000 soldats, en tout cas, il existe cette exigence. Disons, la version première des Russes, enfin de Poutine, c'était une armée de 100 000 soldats. Aujourd'hui, 600 000, même c'est beaucoup plus que par rapport à ce qu'ils exigeaient, non? Et une concession importante pour la Russie, c'est les concessions territoriales de l'Ukraine. Non, c'est drôle parce que le plan, il commence par la phrase « La souveraineté ukrainienne va être respectée ». C'est la première chose qui est complètement fausse, parce que on donne la reconnaissance du Donbass à la Russie et même des zones qu'elle contrôle aujourd'hui, et même des zones que l'Ukraine contrôle qu'elle devrait céder à la Russie. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Et après il y a une autre question qui touche à l'Union européenne. Il y a l'OTAN, c'est que selon ce plan, l'OTAN ne pourrait pas stationner des troupes en Ukraine, et l'Ukraine devrait écrire dans sa constitution qu'elle renonce à
à l'intégration dans l'OTAN. Même si cette question n'est pas, personne ne discute de cette question, hein. Personne ne dit que l'Ukraine doit rentrer à l'OTAN aujourd'hui, la réalité. Mais, et voilà, en tout cas, parmi les points, d'un point de vue de la guerre, il y a ça, mais après, il y a d'autres points qui sont plus géopolitiques et économiques, qui restent relativement ou assez favorables à la Russie, comme par exemple, jusqu'à présent, on n'a jamais discuté de ça, mais le plan, il propose la réintégration de la Russie dans le G8, que maintenant c'est le G7, non, le club des grandes puissances mondiales. Il propose la réintégration de la Russie, la réintégration progressive de la Russie dans l'économie mondiale, en éliminant ou suspendant certaines sanctions, et aussi des propositions d'affaires et d'affaires communes, d'investissements communs entre la Russie et les États-Unis en Ukraine pour exploiter en Ukraine, dans l'Arctique aussi, pour exploiter les ressources minières, etc. Donc oui, il y a certains points qui restent très favorables à la Russie, même s'il y a la question des garanties sécuritaires pour l'Ukraine. Mais voilà, ça aussi, c'est garanties qui ne sont pas spécifiées complètement, et surtout qu'il y a des obligations aussi de l'Ukraine, des conditions qui font que cette garantie peut aussi sauter. Donc c'est quelques points qui sont les plus contentieux aujourd'hui, entre la proposition et de l'autre côté l'Ukraine et l'Union européenne. Et on ne sait pas si la Russie va accepter en plus. Hein. Mais ça, c'était la version initiale de Turnier. Oui. Et puis il y a eu des négociations à Abu Dhabi, et maintenant il y a eu même une rencontre de la coalition de volontaires qui regroupe à la fois les États de l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Et donc il y a eu une contre-proposition, un contre-plan des Européens qui a été détaillé, il me semble, par Reuters, en France par Le Grand Continent. Et depuis aussi, le plan de Trump a été il a évolué, il a été réduit à 19 points. On ne connaît pas encore le contenu très en détail, mais on a eu quelques fuites et une description un peu générale. Et de ce qu'on peut voir, le plan a été un peu dilué, et en tout cas, on ne peut plus dire qu'il va autant dans le sens des revendications maximalistes de la Russie. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus, même si on connaît pour l'instant très peu de choses encore? Oui, comme tu dis, on connaît très peu de choses, mais c'est intéressant parce que dans le premier plan, il a été discuté par Witkoff, Steve Witkoff, qui est un envoyé spécial des États-Unis, qui est réputé être soi-disant pro-Russie, etc. Et le remaniement, en tout cas la réadaptation du plan, était négocié par Marco Rubio, qui lui, par contre, historiquement, il fait partie d'une aile très néoconservatrice, très anti-communiste, anti-tout, anti-russophobe, même si Poutine a zéro de communiste, non? Mais en tout cas, qui est pour les sanctions, etc. Et donc, et ce plan, il y a certains points, il y a 9 points qui ont été enlevés, mais qui vont être discutés. Et parmi ceux que nous, on peut savoir, on verra après quand on aura un papier plus clair. Mais en tout cas, la limitation de l'armée ukrainienne, apparemment, ça a été éliminé. Et pareil sur les futures alliances militaires de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN, et le stationnement des troupes des pays amis en Ukraine. Ça, c'est des points très importants qui ont été abordés. Et après, il y a des plans d'investissement qui n'ont pas non plus été très détaillés, mais qui semblerait éliminer les plans d'investissement proposés par Trump à la Russie. Et ce serait plutôt maintenant un fonds d'investissement européen, ou en tout cas où les Européens jouent un rôle beaucoup plus important. Ok, donc de ce que je comprends, il y a des divisions qui existent dans l'establishment trumpiste. Il n'y a pas non plus de homogénéité totale sur là où elle doit aller sur la question de cette sortie de la guerre en Ukraine. Ce matin, il y a J.D. Vance, qui est le vice-président des États-Unis, qui a déclaré à la presse que non, on est complètement homogène. Ce que moi je prends comme un signe qu'il faut y interpréter que c'est tout l'inverse de ce que déclare J.D. Vance à la presse.
Mais donc, pour autant, comment expliquer que dans le plan initial présenté par Witkoff et comme on a appris par la presse, qui du coup a été élaboré en consultation, en discussion avec des représentants du régime russe, etc., comment expliquer que le plan initial il allait autant dans le sens de revendication de la Russie, même si c'était pas aussi maximaliste, ça quand même on peut reconnaître que ça allait dans le sens. Est-ce que c'est juste la question de domination militaire de la Russie sur là actuellement sur le champ de bataille, ou est-ce que de façon plus profonde, on voit aussi dans la presse certains dire que Trump essaye de faire une manœuvre politique qu'il qualifie d'espèce de reverse Nixon, faisant référence à la politique de Nixon de séparer la Chine de l'URSS. Donc ici, on essaierait de quelque sorte découpler la Russie de la Chine, de affaiblir ce tandem, et même de ce que tu disais sur la proposition du plan initial qui va dans le sens de réintégrer la Russie dans l'économie mondiale, dans le club G8, etc., etc. J'ai l'impression que ça va aussi dans ce sens-là. Donc Julien, peut-être comment tu vois la politique trumpiste, qui est changeante certes, mais qu'on voit très clairement qu'il y a une aile du trumpisme qui voudrait dialoguer avec la Russie, qui voudrait davantage aller dans le sens de ses revendications politiques, géopolitiques, économiques, territoriales. Comment est-ce que tu interprètes ça et comment ça s'inscrit dans l'opposition des États-Unis avec la Chine? En fait, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure sur le yo-yo diplomatique des États-Unis qui avait annoncé dès le début, dès l'arrivée au pouvoir de Trump, pouvoir finir la guerre en Ukraine en 24 heures. Et le fait que depuis ce temps, il est passé quasiment un an et que la guerre en Ukraine n'est pas du tout terminée et qu'il y ait ces disputes qui soient visibles, etc. Tout ça, c'est un peu à l'image, je trouve, de vraiment la crise de l'hégémonie américaine et de son incapacité à pouvoir fermer un conflit qui répond à l'ensemble des contradictions stratégiques de chacun, on va dire, sans parvenir à imposer un plan final qui dit à la Russie et à l'Ukraine et aux Européens en fait d'accepter des conditions générales. Plutôt même il y a beaucoup de contradictions qui ressortent qu'expliquait Philippe, et ça c'est en grande partie du fait que aujourd'hui il y a une grosse partie de l'establishment américain et Trump lui-même qui considère, et ça c'est une politique que déjà les démocrates avaient commencé avant Trump, mais que Trump souhaite radicaliser, qui considère que le recul de l'industrie de l'industrie américaine, le recul de la place des États-Unis sur le champ économique mondial, le recul de la place des États-Unis d'un point de vue y compris géopolitique, avec des échecs militaires, que ce soit dans les années 2000 avec les échecs en Afghanistan, en Irak, etc., font qu'il y a une crise de l'hégémonie qui a permis à certaines nouvelles puissances de s'insérer et de proposer en fait de se proposer à prendre une place plus importante dans les relations internationales, et tout particulièrement la Chine, c'en est le meilleur exemple. Et du coup, il y a toute une aile qui est présente chez MAGA, dans le mouvement de Trump, mais même y compris dans une grosse partie de l'establishment américain, qui considère que il faut aller jusqu'au bout d'une confrontation avec la Chine, et donc que les conflits comme la guerre en Ukraine ou même y compris d'une certaine manière chez les ailes les plus radicales le soutien au génocide par Israël en Palestine, tout ça en fait serait des conflits de second rang entre guillemets, et que le plus important ce serait de se concentrer sur la préparation d'une confrontation militaire et économique avec la Chine. Et donc c'est pour ça que la dispute qu'il y a actuellement entre les néocontes comme Marco Rubio, etc., et les gens comme ce mania de l'immobilier, la Witkoff, qui est proche de Trump, etc., en fait qui va négocier directement avec les Russes. En fait tout ça c'est vraiment l'expression de différentes ailes de l'impérialisme américain qui discutent de qu'est-ce qu'on fait en fait pour freiner le déclin de l'hégémonie américaine. Et certains considèrent qu'il faut se concentrer quasiment intégralement sur la Chine, et d'autres considèrent que en fait il faut quand même continuer à contenter une partie des alliés européens, par exemple comme Rubio, qui s'est montré plutôt favorable en fait à la version du plan qui est sortie dans Reuters et les deux plans là qui sont sortis dans Reuters et dans le Télégraphe, qui sont deux versions en fait du plan pro-européen en fait, voilà. Et ça, voilà, c'est vraiment à l'image de cette confrontation, mais qui en fait est plus le résultat d'une faiblesse de l'impérialisme américain qu'une démonstration de force.
et cette volonté un peu d'essayer de fermer le plus vite possible des conflits. Bon, ça fait déjà 4 ans qu'il y a une guerre avec l'Ukraine, mais d'essayer d'en finir avec ce conflit, etc. Et de pas réussir à pour l'instant, malgré toutes les différentes tentatives, comme tu l'as dit tout à l'heure, à aller jusqu'au bout de cette volonté. Voilà, c'est vraiment à l'image de cette dégradation de la place de la place des États-Unis, et aussi de la surprise que ça a été pour les Occidentaux, de la capacité de la Russie à se maintenir dans la guerre, parce que au début de la guerre, les Européens et les Occidentaux en général, sous Biden, considéraient que les sanctions économiques plus l'offensive, le soutien militaire à l'Ukraine, cette espèce de mécanisme de vendre massivement des armes à l'Ukraine en échange en fait d'une dépendance de plus en plus claire militaire et économique en fait de l'Ukraine aux Européens, etc., etc. En fait, ça allait finir par aboutir à un isolement diplomatique et économique de la Russie tel que même en fait qu'elle allait être incapable en fait d'aller jusqu'au bout de la guerre. La réalité, c'est que c'est pas tellement ça, et en partie parce que la Russie a commencé à devenir très dépendante de la Chine, mais elle a réussi à sauver une partie des oligarques russes ont réussi à sauver une partie de leur économie en fait en se tournant vers une dépendance accrue à la Chine. Du coup, c'est pour ça qu'il y a deux dilemmes un peu stratégiques chez les États-Unis, qui sont d'un côté comment se concentrer sur la Chine, et en même temps comment ne pas offrir de nouveaux potentiels alliés en fait à la Chine, ne pas renforcer un axe sino-russe, etc. Et ça revient à la discussion centrale qu'ont toujours les États-Unis en fait dans le continent, qui est de éviter qu'il y ait une émergence vraiment d'un axe eurasiatique qui pourrait être contestataire de l'ordre et de l'hégémonie en fait des États-Unis. Donc tout ça, c'est des expressions de la faiblesse des États-Unis, c'est des expressions aussi de la faiblesse des Européens, mais ça relève de questions qui vont au-delà même de la guerre en Ukraine, et qui reviennent à la question plus de quel type de conflit se prépare dans les années à venir, y compris entre les grandes puissances et tout particulièrement entre la Chine et les États-Unis. Pour aller un peu dans la continuité de ton intervention, Julien, en fait, le plan de Trump pour l'Ukraine, il s'inscrit dans toute une série de plans qu'on a vu être élaborés par l'administration de Trump ces derniers mois, pour régler des conflits militaires dans les différentes zones du monde. Il y a eu l'intervention du coup de Trump dans le conflit de l'Inde et Pakistan, dans le conflit de Arménie et Azerbaïdjan, où il y a eu cette rencontre inédite à la Maison Blanche des chefs d'État de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Il y a eu évidemment le plan colonial de Trump pour Gaza. Là, désormais, on a le plan de Trump pour l'Ukraine. Et en fait, ce que tu dis aussi sur la promesse de clore le conflit de l'Ukraine, ça a été une des principales revendications, promesses de Trump à la population américaine dans la course à la présidentielle en 2024. Donc, on voit que déjà, c'est aussi une urgence de mettre fin à ce conflit, parce qu'il s'est passé déjà plus d'un an et le conflit se poursuit, et il y a toujours des effets aussi même sur la politique intérieure aux États-Unis, sur les coûts de vie, sur les prix des produits de première nécessité, de l'énergie, etc. Et aussi, Trump, ils essayent de projeter à l'échelle internationale une image du président de la paix, entre guillemets. On a vu ce cirque où il a essayé ces derniers mois de beaucoup convoiter, prétendre à obtenir le prix Nobel de la paix, en projetant cette image de faiseur de cessez-le-feu. C'est lui qui un peu règle tous les conflits possibles et imaginables. Mais du coup, cette intervention diplomatique, elles sont aussi couplées, contrastées par des menaces d'une potentielle intervention militaire, dont on discutait du coup la semaine dernière, contre le Venezuela pour renverser le régime de Maduro. Donc, en même temps que Trump parle de la paix en Ukraine, il déploie des porte-avions, des navires, des milliers de troupes dans les Caraïbes, et il menace donc de
soit de bombarder, soit d'intervention terrestre. En même temps, il menace toujours d'annexer le Groenland. Il menace dernièrement aussi d'intervenir dans le Nigeria. Donc, comment est-ce que peut-être toi, Philippe aussi, est-ce que tu peux développer sur ce que disait Julien sur le déclin de l'hégémonie états-unienne? Quelle est la logique derrière le fait d'essayer de clore des conflits militaires dans certaines zones du monde qui sont éloignées plus des intérêts stratégiques des États-Unis et de les ouvrir dans d'autres zones comme en Amérique latine ou dans certains pays d'Afrique? Oui, non, mais ça parle d'une politique impérialiste très agressive parce qu'on disait, oui, on parle du déclin des États-Unis, mais en même temps, c'est un déclin pas gratuit. Les États-Unis ils vont pas reculer sans rien faire. Il y a un déclin, mais il faut justement parce qu'il y a un affaiblissement de l'hégémonie nord-américaine, se prémunir de toute avancée d'une autre puissance. Donc, dans les hémisphères, comme on discutait dans l'émission l'autre jour, dans l'hémisphère occidental et notamment dans le continent américain, les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'avoir une autre puissance qui vient de mettre les pieds. La Chine a déjà beaucoup avancé en termes commerciaux, un peu politiques, militaires pas encore. Donc les États-Unis essayent en menaçant le Venezuela, c'est pas juste parce que le Venezuela serait trop à gauche, etc. Mais c'est parce que c'est potentiellement un allié de la Chine et un peu aussi de la Russie dans le précaré nord-américain, en tout cas comme l'impérialisme nord-américain voit l'Amérique du Sud, l'Amérique latine en général. Et ensuite, il y a d'autres zones où il pourrait intervenir aussi, ou en tout cas qui menacent d'intervenir, comme le Nigeria. Et comme par hasard, le Nigeria, c'est aussi le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. Donc, on voit que comme le Venezuela et le Nigeria, ils possèdent des grandes richesses naturelles qui pourraient favoriser, en tout cas pourraient être utiles à la Chine. Les États-Unis essayent de blinder tout contre toute avancée potentielle. Et la logique en Ukraine suit la même, le plan en Ukraine suit la même logique. La question c'est qu'en Ukraine, les États-Unis se trouvent face à une situation où ils ne peuvent pas imposer leur paix. Parce que les Européens sont, je pense qu'on pourrait parler les Européens sont en crise aussi. Les puissances impérialistes européennes sont en crise parce que dans les faits, ils jouent un très très peu de rôle dans la résolution en tout cas de la guerre en Ukraine. Mais ils ont suffisamment de force et de pouvoir aujourd'hui pour bloquer le plan de Trump. Et de l'autre côté, il y a la Russie, comme je disais, elle avance peu à peu sur le terrain, mais ça ne veut pas dire qu'elle va accepter le plan de Trump. Donc voilà, le plan, comme disait Julien, non, le plan d'essayer de séparer un peu la Russie de la Chine, il est mis en danger justement par la faiblesse des États-Unis, de son hégémonie au niveau international. Donc voilà, c'est cette politique qui rentre dans toute cette contradiction. Moi, je pense qu'il y a une autre question que beaucoup d'analystes, ou en tout cas certains, une certaine aile plus réaliste, on va dire, des analystes géopolitiques qui sont complètement bourgeois, impérialistes même et tout, et commencent à avoir et dire plus ouvertement, c'est que la guerre en Ukraine aujourd'hui, dans les coordonnées aujourd'hui, il y a pas de plan capable de satisfaire d'un côté la Russie et de l'autre côté l'Ukraine et les Européens. Donc on avance de plus en plus dans une situation où la guerre en Ukraine va se résoudre sur le terrain de bataille. Et ça voilà, ça on le dit, mais c'est déjà une catastrophe pour la population en Ukraine, mais serait encore une catastrophe encore plus importante et comme on disait, ça montre bien les limites de la politique impérialiste nord-américaine qui est cette combinaison de faiseurs de paix, comme tu disais, soi-disant d'un côté, mais de l'autre côté, en ouvrant potentiellement d'autres fronts aussi très agressifs, quoi.
Moi, je voulais aussi, dans la continuité de ce que tu dis, je voulais aussi discuter d'un aspect qui me paraît important, mais j'ai l'impression que ce soit dans la version initiale du plan de Trump ou dans la contre-proposition aussi qui a été faite par les États européens, un truc qui saute un peu aux yeux, c'est les intérêts économiques aussi des États impérialistes dans l'issue de cette guerre. Donc, ce qu'on voit, par exemple, même dans la contre-proposition, le plan européen qui a servi de base aux nouvelles négociations impliquant les États-Unis, l'Ukraine, l'Union européenne, etc., etc. Par exemple, ils discutent de créer un fonds spécial d'investissement dans les secteurs clés stratégiques de l'économie ukrainienne, dans les hautes technologies comme l'intelligence artificielle, etc., etc. Et du coup, ça m'a fait penser même comment depuis le début de cette guerre, il y avait un discours qui a été agité même à l'époque quand il n'y avait pas l'impérialisme extrêmement brutal et qui est assez franc et qui agit par le rapport de force cette figure un peu bonapartiste, réactionnaire de Trump. Mais quand il y avait l'ancienne administration qui a incarné un truc un peu de establishment démocrate, libéral de Biden, et quand il y avait aussi tous les États européens au début de la guerre, les prétextes qu'ils donnaient à cette guerre, c'était souvent la défense de la démocratie face au fascisme russe, la défense de la souveraineté ukrainienne, la défense même de liberté, de autodétermination du peuple ukrainien, la résistance ukrainienne, etc., etc. Mais que du coup, là, on voit très clairement sur le papier les intérêts économiques des puissances européennes, quoi. Dans cette guerre, dans l'issue de cette guerre, et on le voyait déjà ces dernières années, toutes les discussions sur la construction des usines et du coup les commandes au complexe militaire industriel. Donc maintenant, la question aussi de la période post-guerre, qui va prendre les contrats pour reconstruire une telle ou telle ville, l'exploitation aussi des ressources naturelles de l'Ukraine, les métaux rares, l'énergie, etc., etc. Donc un peu peut-être sur ça, peut-être on devrait aussi discuter quelles sont les motivations profondes économiques des États impérialistes dans cette guerre, au-delà du facteur plus politique, militaire, de contention de la Russie, affaiblissement de la Russie. Qu'est-ce qu'ils poursuivent? J'imagine bien que ce n'est pas la dépose du peuple ukrainien, malheureusement. Non, et c'est clair. Nous, on l'a dit depuis le jour 1 de la guerre, que dans cette guerre réactionnaire de tous les côtés, il n'y avait pas un camp que les États impérialistes allaient venir pour défendre la démocratie, l'autodétermination, la liberté de l'Ukraine. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit très clairement que le résultat, quelle que soit la fin de la guerre aujourd'hui, on doit se préparer à une Ukraine qui sera encore moins libre que ce qu'elle était avant le début de la guerre. Elle était déjà soumise à l'impérialisme, à l'oppression russe et tout. Mais aujourd'hui, elle est déjà, il va y avoir une partie très probablement qui va être sous contrôle de la Russie, et de l'autre côté, une autre partie qui va être complètement dépendante des États impérialistes européens et des États-Unis. Donc déjà ça, d'un point de vue structurel et politique de la guerre. Et ensuite, oui, il y a en Ukraine aujourd'hui, bon, il y a eu beaucoup de bombardements et tout, mais l'Ukraine reste un pays très important pour l'exploitation agricole. Et un pays très riche en termes miniers. C'est un pays très important pour le transit de gaz vers l'Europe. Et même là, il y a beaucoup de projets, en tout cas sur le papier, qui proposent de construction de stockage, des facilités de stockage, infrastructures de stockage de gaz, etc. pour l'Europe éventuellement. Donc il y a beaucoup d'intérêt, sans parler du grand marché de la reconstruction de l'Europe et de l'Ukraine, et tous les plans d'investissement dans les secteurs, oui, des pointes. Déjà l'Ukraine et la Biélorussie, déjà ces deux pays qui étaient, ça peut paraître bizarre, mais déjà avec un secteur important dans l'informatique et tout. Et donc l'idée, c'est de développer encore plus ça avec les questions de l'intelligence artificielle, etc. Pour l'Union européenne, au-delà des questions, comme tu disais, politiques, géopolitiques, stratégiques, plus au-delà, et en termes économiques,
économique et stratégique, c'est important aussi pour essayer d'exploiter certains minéraux qui pourraient être importants pour la construction de, je sais pas, de voitures électriques ou d'autres composantes, et qui puissent donner à l'Union européenne une certaine marge de manœuvre et d'indépendance vis-à-vis d'autres puissances, notamment les États-Unis et la Chine aussi. Donc, moi, je pense pas que les questions économiques, des pillages économiques sont trop tout de suite dans la guerre. Il y a beaucoup de questions stratégiques, politiques et tout. Mais ça, c'est pas que c'est pas le centre, mais c'est un aspect très important qu'il faut prendre en compte. Et l'État ukrainien, il est déjà complètement endetté. Moi, je pense qu'il faut qu'on se rende compte de ça, non? Parce qu'au début, il y avait même à gauche certains qui disaient oui, la libération de l'Ukraine et tout, il faut tout tenir, etc. Et c'était une sorte de soutien critique par la gauche au plan des impérialistes, non, en Ukraine face à l'agression russe, évidemment. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'Ukraine va sortir, comme je disais, très très dépendante elle est déjà très dépendante de l'aide extérieure. Même elle se maintient dans la guerre parce qu'il y a une aide extérieure. Si demain les États-Unis arrêtent de donner des renseignements à l'Ukraine, fournir moins des armes, déjà ils fournissent moins parce qu'ils vendent les armes aux Européens, mais s'ils arrêtent même de vendre suffisamment d'armes, et les Européens pareil, si pour X raisons arrêtent de soutenir l'Ukraine, demain l'Ukraine c'est fini, mais demain littéralement ou dans quelques heures, parce que c'est pas possible de maintenir une guerre soi-disant de libération nationale quand tout dépend, même la guerre elle-même dépend des puissances impérialistes étrangères, et une fois la guerre finie, on peut s'attendre à une Ukraine beaucoup plus dépendante et beaucoup plus soumise à différentes, que ce soit à la Russie ou aux puissances occidentales. Tu ouvres un sujet ultra important, enfin que je pense que le plan de Trump pose aussi sur la table aussi, et c'est la question de l'issue et de la conséquence de la guerre en Ukraine. Bon, depuis l'invasion que du coup est arrivée en février 2022, donc presque il y a 4 ans, on compte dans la presse, dans les sources indépendantes, des millions et des millions de réfugiés de deux côtés qui ont quitté l'Ukraine, les territoires dévastés par la guerre, qui ont quitté aussi la Russie. Je crois qu'il s'agit de presque 1 million de personnes qui ont quitté la Russie. On compte aussi des centaines de milliers de morts au mois de chaque côté. Et cette guerre, on sait aujourd'hui qu'elle a complètement dévasté, au moins on peut dire, l'est de l'Ukraine, avec des zones entières qui ont été bombardées et des villes qui ont été réduites en ruine. On a aussi même des armes, les fameuses armes à sous-munitions qui ont été livrées par les États-Unis à un moment donné, des armes normalement interdites, mais qui ont été déployées dans ce conflit et qui du coup vont mutiler des gens en Ukraine, y compris après la fin du conflit. Donc c'est quoi un peu le bilan de cette guerre en termes humains? T'as un peu commencé à discuter, mais même au-delà de l'Ukraine, pour aussi la Russie qui du coup a déployé des centaines, des milliers de conscrits, des gens aussi qui signent des contrats militaires. C'est quoi un peu l'avenir qui attend la région du côté ukrainien et du côté russe? Là, actuellement, on est dans au même moment qu'on discute du plan de Trump, il y a une grave crise politique qui secoue l'Ukraine autour des accusations de corruption, les révélations qui ont été faites par une agence anticorruption qu'il y a quelques mois, Zelensky voulait dissoudre. Au final, il n'a pas pu parce que les États européens sont intervenus et ont dit que voilà, on est en démocratie, l'état de droit, nous ne touchons pas les agences anticorruption, etc. Maintenant, cette agence anticorruption révèle les scandales de comment on dit ça en français, de détournement de l'argent dans les cercles très proche de Zelensky, et donc exactement, et donc ça ouvre aussi une possibilité de crise politique qui détrône Zelensky. Il y a la question aussi de Trump de plan pour l'Ukraine dans les 28 points. Il y a la question aussi des élections qui seraient organisées 100 jours après la signature de l'accord. Donc qu'est-ce qui attend l'Ukraine, on va dire, sur le court terme, mais aussi de façon plus générale, quelles conséquences
conséquences, ouais, cette guerre, qui est la première guerre aussi importante qu'on a vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. On n'a jamais vu un conflit d'une telle intensité. J'ai vu aussi que même ce conflit, pour la Russie, c'est le plus long conflit depuis la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est quelque chose de extrêmement coûteux en termes de vie humaine, etc. Donc, peut-être discutons un peu des perspectives. Oui, moi je pars du fait que c'est pour savoir plus les dynamiques et les perspectives concrètes. Il faut voir aussi comment la guerre elle finit. Mais on peut discuter déjà du désastre que ça implique, non? Parce que on n'a pas les chiffres réels de combien de gens sont morts, parce que il y a des formations, des mensonges d'un côté et de l'autre. Il y a beaucoup de propagande et tout. Certains parlent d'1 million de soldats russes, ce qui peut-être c'est vrai, mais le truc c'est qu'on parle pas beaucoup en tout cas en Occident, on parle pas beaucoup de combien sont morts du côté ukrainien. On essaye de dire que non, il y a beaucoup moins, etc. On sait rien en réalité, mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup de vies perdues, des soldats professionnels et non professionnels. Beaucoup de conscrits, n'oublions pas. Bon, en Russie, le pouvoir utilise une méthode qui est plutôt de les attirer des jeunes très pauvres, des régions très pauvres, par des salaires très élevés et même des primes. Même s'il y avait une vague de mobilisation au début de la guerre, mobilisation plus forcée, et même il y a une conscription permanente en Russie. Il y a un groupe qui maintenant ils ont mis en place où genre toute l'année les bureaux militaires font la conscription, mais c'est genre pour le service militaire obligatoire d'un an que effectue n'importe quel homme, personne avec l'état civil masculin, etc. Mais du coup, de fait, les conscrits pour le service militaire obligatoire d'un an souvent sont envoyés sur le front de l'Ukraine, quoi. Donc ça revient au même. Oui, voilà, c'est ça. Et du côté ukrainien aussi, voilà, on a vu ces scènes horribles, non, des gens obligés, etc. à aller au front. Bon, ça parle aussi d'un moral parce que envoyer des gens comme ça au front, bon, c'est vraiment pour se faire tuer et tout. Mais au-delà de ça, il y a des millions de réfugiés, des gens qui ont été déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi qui ont été déplacés vers des pays voisins ou des pays européens, notamment l'Allemagne, mais aussi d'autres pays occidentaux en Europe qui, pour l'instant, les accueillent avec certaines contradictions, mais ils les accueillent. Mais il faudra voir, une fois la guerre finie, si on va pas voir une vague d'expulsion d'Ukrainiens. Ça, on peut pas. Déjà aujourd'hui, Friedrich Merz, il dit qu'il faut que les Ukrainiens viennent pas demander l'asile, mais qu'ils aillent se battre contre la Russie. Voilà. Déjà aujourd'hui, le chancelier allemand dit ça. Ça, je pense que c'est des choses à prendre en compte. Quand on parle des conséquences humaines et tout, je pense que ça c'est des choses importantes à prendre en compte, et surtout la violence de ce conflit. Je pense que on se rend pas compte, justement par tout ce qu'on dit, la violence que ça implique pour ce conflit. Et surtout, moi je dirais, il y a un autre facteur qu'on pourrait discuter, c'est l'influence, comment ça agit comme une impulsion, des forces réactionnaires dans la région. Et en Russie, évidemment, autour de Poutine, parce qu'on pense que Poutine c'est Hitler, mais en réalité il y a une opposition d'extrême droite à Poutine, qui trouve qu'il est très timoré même, qui devrait aller plus loin, détruire et aller pour les objectifs les plus maximalistes de la Russie, c'est-à-dire de conquérir toute l'Ukraine, etc. Moi je dirais qu'il y a une double dynamique en Russie où il y a à la fois le régime russe de Poutine évidemment qui a beaucoup consolidé son pouvoir, accru la répression, a tué des opposants politiques majeurs comme Navalny depuis le début de la guerre, a poussé à l'immigration des milliers de militants, a renforcé toutes les lois autoritaires possibles et imaginables, et qu'en même temps, oui, effectivement, il y a une extrême droite, y compris qui n'est pas directement liée à Poutine, qui s'est renforcée, et notamment il y a depuis le début de la guerre l'avancée de l'organisation Russkaya Obshchina, qui est devenue l'une des plus grandes organisations
du monde d'extrême droite qui a, enfin, c'est une milice d'extrême droite structurée à l'échelle nationale avec des antennes dans n'importe quelle ville et qui commet des pogroms contre les personnes LGBT, les immigrés, qui du coup se structure, qui a des activités socio-culturelles, etc., etc. Et c'est assez incroyable comment en 3 ans de la guerre, le chauvinisme et le nationalisme qui a été nourri par l'État en pleine guerre contre l'Ukraine a donné un terrain ultra propice pour l'émergence d'un phénomène ultra réactionnaire et d'une extrême droite organisée, structurée, qui du coup maintenant a une existence nationale, quoi. Oui, c'est très important. Parce qu'il y a aussi, du côté ukrainien, une extrême droite qui existait déjà, en plus qu'ici, pour relativiser, on nous disait, oui, mais ils font 3% aux élections. Mais une extrême droite qui est armée, l'extrême droite ukrainienne. Et c'est incomparable à n'importe quel parti d'extrême droite en Europe occidentale. Le RN, rien à voir. Elle est intégrée dans l'armée. Ils sont armés, déjà ils étaient armés depuis 2014, mais maintenant, ils sont non seulement armés, sont plus grands, et avec beaucoup plus de prestige. Parce que eux, ils se sont battus au front, etc. C'est-à-dire que cette guerre, en plus du caractère, tout ce caractère réactionnaire qui est là, elle a encouragé et renforcé des tendances les plus réactionnaires de cette société, et dans la perspective aussi de la paix, de la fin de la guerre. Ces courants-là pourraient jouer un rôle très important dans la vie politique. Et tous ceux qui pensent qu'en Ukraine, il va y avoir forcément la démocratie. Peut-être ils vont réussir à avoir un semblant de démocratie, mais on peut pas non plus parier que ce sera ça. Peut-être ce sera des options beaucoup plus autoritaires, ou comme nous on appelle bonapartistes, beaucoup plus répressives, beaucoup plus avec une idéologie d'extrême droite, ce qui ouvre aussi des contradictions, notamment avec des voisins, parce que l'extrême droite nationaliste ukrainienne, elle s'oppose aussi aux Polonais. Et n'oublions pas que l'extrême droite, qu'aujourd'hui on est en train de relativiser, qu'on leur fait des petits portraits dans le New York Times, etc. C'est une extrême droite qui revendique la tradition de ceux qui ont tué des Juifs et des Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui se sont battus contre l'Union soviétique, complètement alliés du nazisme. Donc ça, il faut pas l'oublier. Parce qu'effectivement, moi je pense que, contrairement à la propagande poutiniste, nous on doit il faut pointer qu'il y a une extrême droite en Russie, se renforce aussi par rapport au régime de Poutine, et que le régime de Poutine lui-même reprend ces thématiques. Mais n'oublions pas qu'en face, ce qu'on dit présente comme la démocratie, en Ukraine, c'est l'extrême droite. Et en Europe, dans toute l'Europe, même si c'est pas la même extrême droite, aussi se renforce l'extrême droite très, très fortement, aussi avec des discours contre la guerre, soi-disant pacifistes, etc. Comme on voit, l'AfD en Allemagne, le RN ici, et dans d'autres. Mais ça reste, tous ces alternatives-là politiques, ça reste des ennemis mortels de la classe ouvrière, de tous les secteurs opprimés, de la jeunesse, en Ukraine et en Russie d'abord, mais dans tout le continent. Et cette guerre joue comme une flèche pour ouvrir des brèches pour que ces courants s'infiltrent. Donc, je pense qu'il faut voir les conséquences de la guerre en termes humains, des pertes de vie, des déplacements, de pertes des postes de travail aussi, des migrations forcées, etc. Et d'autre part, les conséquences économiques, la dépendance, on a déjà parlé, la dépendance totale de l'Ukraine, la destruction ou une reconstruction aussi dépendante des impérialistes. Et d'autre part, les conséquences politiques. Parce que, comme tu disais, peut-être Zelensky, qui aujourd'hui apparaît comme plus modéré, etc., peut-être c'est fini, lui. Mais on ne sait pas qui va venir à sa place, si le régime tient. On ne sait pas si, pour avoir même, c'est pas pour dire comme ça, mais peut-être plus des conflits plus importants à l'intérieur de l'Ukraine. Je dis pas une guerre civile, mais bon, tout est ouvert. Ça dépend aussi beaucoup de comment la guerre elle va finir. Mais ces choses-là, je pense qu'il faut les avoir en tête. Et du coup, pour parler des perspectives aussi et de notre position sur la question de la guerre en Ukraine et sur la position qu'on a défendue depuis l'invasion. Nous, on a été parmi les seules organisations de la gauche et l'extrême gauche française qui a défendu une position totalement indépendante, critiquant donc les positions de l'État français, des États impérialistes européens, leurs intérêts
intérêt de la guerre en Ukraine, critiquant leur politique de livraison d'armes, etc. Et ça nous a coûté aussi de défendre cette position assez à contre-courant, alors qu'il y avait un battage médiatique, il y a toujours un battage médiatique, même n'importe quelle voix dissidente sur la question de la guerre en Ukraine est tout de suite accusée d'être complice de Poutine, etc. Mais du coup, j'ai l'impression que aussi, là, cette nouvelle séquence de plan de Trump, elle révèle en réalité des limites extrêmement importantes des positions sur la guerre en Ukraine qui ont été défendues par le reste de la gauche, à commencer par la gauche institutionnelle, pas simplement en France, mais dans plusieurs pays européens. Il y a des organisations comme le PCF, la France Insoumise, par exemple aussi Die Linke en Allemagne, PTB en Belgique, qui par exemple défendaient que l'issue de la guerre en Ukraine, elle va pas se faire par la voie militaire, c'est qu'on on peut partager que ils ne défendaient pas les livraisons d'armes, par exemple. Enfin, ils pouvaient voter par moment pour les livraisons d'armes, mais c'était pas le cœur de leur position. Le cœur de leur position, c'était la paix par les négociations. Il faut que les puissances qui sont impliquées dans le conflit, l'Europe, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, viennent à la table de négociation. Ils martelaient ça depuis le début du conflit. Maintenant, on voit que les négociations et l'issue par les négociations, c'est un peu une impasse totale parce que c'est en défaveur totale de l'Ukraine et ça implique son subordonnance, soumission aux puissances impérialistes. Et on voit aussi que, par exemple, des organisations comme le nouveau parti anticapitaliste qui ont apporté leur soutien même si avec beaucoup de critiques, mais leur soutien in fine à la politique des États impérialistes qui faisaient des livraisons d'armes, leur politique a été celle de interpeller pour que les États impérialistes livrent plus d'armes pour permettre à l'Ukraine d'aller jusqu'à la victoire. Ils ont apporté même le soutien à la livraison d'armes avec sous munitions. Et donc là, ils ont publié même ce matin un communiqué en critiquant le plan de Trump pour le fait que ce soit du pillage de l'Ukraine, mais aussi, par exemple, en disant que le plan a été construit sans la consultation de l'Union européenne, comme si ça aurait apporté un aspect plus progressiste au plan. Donc, moi, je voudrais que, pour terminer peut-être le segment sur la guerre en Ukraine, qu'on discute à la fois des positions de la gauche institutionnelle, d'une partie de l'extrême gauche comme le nouveau parti anticapitaliste, et qu'on discute aussi de notre position qui est globalement la même qu'on a défendue depuis le début du conflit, qui évidemment défend l'autodétermination du peuple ukrainien, mais qui considère qu'en tout cas elle ne pourra pas être obtenue derrière l'alliance avec les puissances impérialistes. Oui. Moi, je pense que il faut partir de ça, que notre position depuis le début, c'est pour le droit à l'autodétermination de l'Ukraine. Mais justement parce que nous, on est révolutionnaires, on est marxistes, on défend une perspective socialiste et contre les oppressions, contre l'exploitation. Nous, on n'a pas acheté le discours comme quoi cette autodétermination de l'Ukraine pouvait venir de la main de l'impérialisme. Et nous, depuis en tout cas que le conflit entre l'Ukraine et la Russie s'est beaucoup accentué en 2014, on a toujours défendu le droit de l'Ukraine à l'autodétermination. Mais justement, et on a dénoncé l'oppression de la Russie contre l'Ukraine. L'Ukraine qui se trouve depuis son indépendance, et après, ou plutôt depuis la chute la dissolution de l'Union soviétique, et se trouve toujours dans une situation où soit elle doit être soumise aux intérêts du capitalisme russe, est complètement opprimée par la Russie, et soit elle doit choisir de se soumettre et s'aligner avec les impérialistes contre la Russie, c'est-à-dire jamais indépendante. La réalité, c'est que l'Ukraine n'a jamais été indépendante, elle a été toujours soumise aux différentes soit à la Russie, soit aux puissances occidentales, et autour de l'Ukraine, il y a un conflit très important entre la Russie et les puissances occidentales. Ça, d'une part. Donc, notre position était justement pour la lutte pour la véritable indépendance de l'Ukraine.
mais en totale indépendance des différentes positions en face. Parce que nous, contrairement à d'autres, on voyait pas la guerre en Ukraine comme une guerre de libération nationale. C'était une guerre d'oppression réactionnaire menée par Poutine, mais en face, on se trouvait dans une situation qui peu de fois se donne dans l'histoire, c'est que l'ensemble des puissances impérialistes s'est aligné derrière la puissance, le pays opprimé, mais pas pour le libérer, mais bien pour l'utiliser comme un pion ou l'utiliser comme une arme contre contre la Russie. Donc je pense que ça c'est très important parce qu'en partant de cette définition, on peut voir l'erreur de dire oui, soutien et livraison d'armes à l'Ukraine, parce que ces livraisons d'armes, comme on le voit aujourd'hui, c'était pas gratuit d'un point de vue financier ni politique. Ça impliquait que l'endettement de l'Ukraine, la soumission aux intérêts des impérialistes occidentaux et aussi leur dépendance totale d'un point de vue militaire vis-à-vis des occidentaux pour se battre contre la Russie. Et en face, évidemment, la Russie n'est pas du tout une option ni anti-impérialiste ni de libération de quoi que ce soit, parce que l'intention de Poutine et son régime, c'est justement la soumission de l'Ukraine à ses propres intérêts. Parce qu'évidemment, les Occidentaux sont très hypocrites à dire oui, la Russie, l'oppression, etc. Et la Russie, il dit non, nous on doit se défendre parce que vous pouvez pas mettre des armes en Ukraine, vous allez nous attaquer. Mais tout le monde négocie sur le dos de l'Ukraine. Je pense que ça c'est très important. Et toi tu parlais de certains courants de gauche, mais n'oublie pas cette gauche-là qui a soutenu et qui est ultra belliciste, qui est ultra militaire, ultra guerrière. Enfin, gauche, non, entre mille guillemets, comme Glucksmann, qui n'est pas de gauche évidemment, mais qui ont la presse dominante le place dans la gauche, mais le PS, les Verts et compagnie qui étaient ultra guerriers. Et donc, n'oublions pas cette gauche-là. Et après, il y avait, oui, effectivement, ce secteur d'une gauche qui disait pour la diplomatie. La diplomatie entre l'Ukraine et la Russie, elle existe depuis des années, au moins depuis 2014, et la diplomatie a abouti à des plans Minsk 1 et 2 qui n'ont pas été respectés, qui n'ont pas empêché qu'il y ait cette guerre-là. Et on voit aujourd'hui que la diplomatie de qui et qui? Entre la diplomatie des brigands, où on voit que la Russie n'accepte pas le plan de Trump parce qu'il donne pas assez de gages et assez de soumission de l'Ukraine, et de l'autre côté il y a les Européens qui font semblant d'être pour l'indépendance et l'autodétermination de la démocratie ukrainienne, mais qu'en réalité cherchent leurs propres intérêts, parce que n'oublions pas que les Européens utilisent la guerre en Ukraine pour avoir un bon prétexte pour eux s'armer, pour exister dans un monde de plus en plus polarisé entre la Chine et les États-Unis. Donc eux, ils utilisent la guerre en Ukraine pour dire qu'il y a une menace russe, donc il faut s'armer jusqu'aux dents, il faut militariser les sociétés d'un point de vue matériel, mais aussi militariser les esprits. Donc ils utilisent cette guerre pour ça. Et ça permet de s'armer, et donc voilà, c'est ça leurs intérêts, n'oublions pas ça. Et donc moi je pense que c'est une erreur très importante de parier sur la diplomatie, mais aussi une erreur, et je dirais même une capitulation énorme de penser que c'est de la main de l'Union européenne, des démocratiques, de l'impérialisme démocratique, etc., qu'on va se battre contre l'oppression et contre le régime de Poutine. Ça, c'est une erreur terrible. Nous, on défend justement une voie qui soit différente, qui soit la mobilisation des travailleurs, de la jeunesse, des classes populaires. Aujourd'hui, peut-être c'est trop tard, dans le sens, pas qu'il ne pourrait pas avoir un mouvement comme ça, mais bon, les Ukrainiens, la classe ouvrière ukrainienne, elle est soumise aux bombes, à la mobilisation, etc. Mais rien n'empêche que dans les pays, à commencer par les pays européens, il y a des mobilisations qui disent que nous, on est pour la souveraineté et l'autodétermination de l'Ukraine, mais on n'est pas pour ni Poutine, ni pour les impérialistes. Ouais. Ça, rien n'empêche que dans les pays où il n'y a pas la guerre, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc., notamment dans les pays où la bourgeoisie est le plus guerrière et le plus soutient la poursuite de la guerre, que la classe ouvrière, le mouvement ouvrier, se mobilise pour dire ça. Parce que si des travailleurs et travailleuses en Ukraine et en Russie voient que en Europe, aux États-Unis, on se mobilise pour dire que contre l'impérialisme, ni Poutine, ni l'OTAN,
ça pourrait déjà faire un chemin dans la tête de certains, au moins un secteur du mouvement ouvrier dans ces pays-là, ils soient plus forts et plus préparés pour se battre face à d'éventuelles poussées de l'extrême droite nationaliste d'un côté comme de l'autre, et même des libéraux. N'oublions pas, les libéraux, c'est pas des démocrates et des gentils, hein. Ils tuent aussi, ils déclenchent des guerres. Et donc, même ces courants libéraux, c'est des faces ultra-réactionnaires. Donc, je pense que c'est très important de défendre cette position qui n'est pas manichéenne, parce qu'on veut nous imposer un récit, c'est soit t'es pour la Russie, soit t'es pour l'Ukraine ou l'OTAN. Non, c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe, hein, et notre position, elle est, disons, une troisième voie alternative à cette dichotomie qu'on veut nous présenter, soit OTAN, soit Poutine. C'est pour ça que on s'est fait clasher d'un côté comme de l'autre. On nous amène les pro-Poutine ou je sais pas quoi. Non, la réalité, c'est que bon, cette guerre, elle est beaucoup plus complexe et ça dépasse. Même, je dirais, ça déplace le cadre Russie-Ukraine. Parce que ça a des implications au niveau international. Oui, totalement. Pour la Chine, pour les États-Unis, pour la Russie, pour les Européens, etc. Et justement, pour parler des implications à l'échelle internationale, je voudrais qu'on discute peut-être une dernière intervention avec Julien. On voit très clairement les conséquences de la guerre en Ukraine, y compris sur la situation antérieure en France. Je pense qu'on vit ces dernières semaines une séquence un peu de accélération de nouveau de la rhétorique militariste. Donc, il y a eu des déclarations un peu choc d'un général plus tôt dans l'automne qui disait que d'ici 4-5 ans, on aura une guerre directe avec la Russie. C'est depuis la rentrée depuis l'automne, on a beaucoup de titres de presse qui discutent de la Russie qui aurait pénétré l'espace aérien dans tel ou tel pays européen, qu'il y aurait des vols de drones. On parle beaucoup de guerre hybride. Et donc, cette semaine, il y a eu une accélération particulière avec le général Mandon qui a fait un discours devant les maires de France pour dire que la France devait se préparer à perdre nos enfants et à souffrir économiquement. Un discours qui a été soutenu à la fois par Raphaël Glucksmann, mais aussi par Emmanuel Macron, qui a apporté son soutien total à Mandon. Et on sait aussi qu'il y a une nouvelle loi programmation militaire qui se prépare, qui du coup peut-être va augmenter encore plus les dépenses militaires. On sait aussi qu'il y a une annonce qui va sortir, il me semble cette semaine, mais en tout cas très bientôt, sur le service militaire pour la jeunesse. Donc on voit aussi que la guerre en Ukraine et notamment la menace russe, elle est agitée par les États européens pour agiter la nécessité de se réarmer, d'accélérer la militarisation, que même la crise entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche cet hiver a provoqué, comme on se souvient, l'augmentation aussi de la part du PIB qui est dédiée au budget militaire. Donc, on est passé de 2% à 5% par les pays de l'OTAN, notamment de l'Union européenne. Donc, est-ce que, Julien, tu pourrais un peu revenir à la fois sur la façon dont la guerre en Ukraine est utilisée comme un prétexte d'accélération de la militarisation par l'Allemagne, par la France, mais aussi sur les tâches des organisations révolutionnaires, des militants du mouvement ouvrier, étudiants, face à cette course à la militarisation. Au-delà de la question de l'Ukraine spécifiquement, quelles sont nos responsabilités pour combattre cette course à la militarisation, à des préparations à des prochains grands conflits armés? Ouais, non, mais en fait, je pense qu'une des questions qui est importante, Philippe, il disait tout à l'heure que beaucoup des chiffres qui sortaient dans la presse, etc., sur le nombre de morts qu'il y avait dans le conflit actuellement entre l'Ukraine et la Russie, c'était des chiffres qui pouvaient être manipulés, que ce soit d'un côté comme de l'autre, etc., qu'on n'avait pas vraiment une vision claire. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que c'est une des guerres les plus létales de l'histoire, et en partie pourquoi, parce que c'est une guerre d'un type plus ancien en fait, auquel on n'était plus habitué depuis les 30 dernières années, depuis la fin de la guerre froide, depuis la domination des États-Unis claire en fait après la chute de l'URSS, etc., qui sont des guerres de haute intensité, et où du coup le facteur humain il change beaucoup en fait. Le fait d'utiliser massivement des gens pour les envoyer au front, en fait on se retrouve même avec des guerres parfois de tranchées. Il y a eu des moments dans la guerre en Ukraine où ça ressemblait beaucoup à des guerres de
de tranchées de type 1914. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le facteur humain, le fait d'avoir beaucoup de gens en fait mobilisables et qu'on peut envoyer sur le front massivement et qui servent de chair à canon littéralement en fait est un élément très important. Et du coup, ça c'est un point important pour comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il y a autant de préparation idéologique, de discours constants un peu comme ça en fait de la part des représentants français, des représentants militaires européens, etc. De manière générale, c'est une façon de préparer en fait tout le monde aux confrontations militaires à venir, ou en tout cas c'est une préparation idéologique, c'est un peu comme une forme de discours intérieur constant en fait pour essayer de convaincre les gens. Alors il y a plein de façons de le faire. Il y a le fait d'agiter de manière constante en fait une forme de menace russe qui serait une menace immédiate en fait, et ce qu'il disait là le truc d'une guerre dans les 5 ans, donc ça veut dire que il faut être prêt là dans 5 ans en fait à aller en guerre. Le truc de dire il va falloir accepter de sacrifier nos enfants pour aller sur le front militaire, c'est la même chose. Le fait qu'on reçoive des kits de comment se préparer à des guerres nucléaires, le fait qu'en Allemagne on réouvre des abris nucléaires qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de pays comme ça, en Finlande, en Suède, etc. Il y a des distributions aussi pareilles de kits de que faire en cas de guerre, etc. Et tout ça en fait, c'est une préparation idéologique claire à accepter en fait qu'il n'y a pas d'autre choix que de défendre la patrie entre guillemets face à la guerre. Ça, c'est une chose importante qu'il faut rappeler, c'est que dans tous les grands conflits historiques qu'il y a eu, des guerres entre, et particulièrement la Première Guerre mondiale, en fait, on est un bon exemple. Il y a un historien, Christopher Clark, qui est un historien australien, qui parle des somnambules, de ceux qui marchent sans s'en rendre compte en fait vers la guerre. Et il y a une des choses qui rappelle, c'est que c'était vraiment une guerre d'industriels pour défendre avant tout leurs intérêts, et qui a été décrite ensuite par chacun en fait des camps comme une guerre défensive. Donc les Anglais devaient se défendre de leur côté, les Français devaient se défendre des Allemands, les Allemands devaient se défendre de l'autoritarisme russe, etc., etc. C'est à peu près la même chose en fait qui est en train de se jouer. Et en réalité, personne n'est en train d'avoir une politique véritablement défensive dans la situation du côté européen. Au contraire, Philippe l'a très bien rappelé. En fait, les Européens, en grande partie pour laquelle on se retrouve dans cette situation, c'est parce que ils ont fait en sorte d'essayer de dominer un espace qu'ils considéraient comme leur zone d'intérêt en fait, qui allait jusqu'à l'Europe de l'Est, qui allait même jusqu'à l'Ukraine, etc. Et donc il y a pas du tout, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans une guerre défensive du côté des Européens. On est du côté, on est dans une guerre où chacun est en train de réfléchir à comment il se prépare aux conflits à venir, des conflits du type de la guerre actuelle en Ukraine, mais qui pourra avoir lieu à d'autres niveaux, avec d'autres intensités encore plus fortes, etc., etc. Et du coup, les classes dominantes se préparent à mener une véritable guerre. Alors pour l'instant idéologique, mais qui va vite devenir au fur et à mesure une guerre politique, y compris contre les classes populaires. Ça passe par le fait de, comme l'a dit Macron, donc potentiellement revenir au service militaire. Donc arrêter avec le SNU et aller vers le service militaire volontaire. Le service militaire volontaire, généralement, c'est la première étape pour aller au fur et à mesure vers un service militaire obligatoire. Ça passe par des offensives aussi sur la question démographique, parce que pour avoir beaucoup de gens que tu envoies à la guerre, en fait, il faut beaucoup de jeunes, sauf qu'il y a une crise démographique en Europe. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux droits des personnes, des femmes et de l'ensemble des minorités de genre. Donc ça veut dire aussi que, par exemple, l'exemple le plus clair de ça récemment, c'est la Pologne qui, ces dernières années, a interdit quasiment intégralement le droit à l'IVG. C'est armer aussi réarmer une forme de nationalisme, parce que les Européens, ils ont un problème, c'est qu'ils se sont habitués à pas avoir eu de guerre depuis longtemps, d'une certaine manière, à avoir des corps d'armée professionnels. Depuis 1994, il y a plus de service militaire obligatoire, etc. Et du coup, pour reconvaincre les jeunes de redevenir une chair à canon, en fait, etc., il faut construire un nationalisme. Alors certes, il y a la question de la défense de la patrie, il y a la question de la défense de la démocratie, il y a ces différents arguments. Il y en a un autre aussi, c'est la défense du nationalisme. Et ça passe beaucoup par, ça explique en grande partie pourquoi est-ce qu'il y a ce retour de l'islamophobie, de la xénophobie d'État, du racisme d'État, etc. Tout ça, c'est des instruments très importants pour pouvoir construire cette adhésion à l'effort militaire. Et ça va passer
non seulement par toutes ces questions-là, mais nous, par exemple, moi je suis à Toulouse, ça passe aussi par la question de la transformation du travail. On a beaucoup de gens aujourd'hui ici qui travaillent, qui sont ingénieurs dans l'aérospatial, ingénieurs dans l'aéronautique, travailleurs dans l'aérospatial, etc., techniciens. Et en fait, ce qu'ils racontent, c'est que de plus en plus, leur travail, il va servir à armer, en fait, à produire de l'armement pour des groupes comme Thales, comme Safran, comme Airbus Defence and Space, etc., en fait, qui vont participer aux conflits, aux guerres à venir, qui participent déjà aux conflits, aux guerres actuelles, par exemple, qui participent au génocide en Palestine par Israël, etc., mais qui vont devoir réfléchir aussi à comment est-ce que on discipline les travailleurs pour pouvoir imposer cette transformation de la production pour les intérêts militaires de l'État français. Et du coup, faut bien comprendre que c'est pas les intérêts de la défense, voilà, de la démocratie ou quoi que ce soit qui se joue ici, c'est les intérêts de la défense de l'impérialisme français et des impérialismes européens qui se jouent ici, qui sont dans une crise profonde, comme l'a expliqué Philippe tout à l'heure, et que il y a une question centrale aujourd'hui de reconstruire un discours antimilitariste, anti-impérialiste clair, qui rappelle en fait qu'il y a aucun intérêt commun entre les travailleurs de l'aérospatial, les travailleurs de l'aéronautique, en fait, qui détestent être en train de remplir les stocks d'armement qui vont vers Israël pour participer au génocide, etc. Enfin, voilà, il y a aucun intérêt commun en fait entre les travailleurs de Safran et tous les patrons de Safran, les actionnaires, etc. de Safran, mais au contraire qu'il faut reconstruire un discours antimilitariste et opposé à la guerre qui soit clair, quoi, qui s'oppose du coup à toutes les composantes qui participent à cette militarisation des esprits, mais aussi qui pose la perspective de construire de véritables mobilisations, que ce soit dans le mouvement ouvrier, dans la jeunesse, etc., dans la rue aussi bien sûr, contre l'armement. Encore une fois, moi je disais, je suis à Toulouse. Toulouse, ça va devenir une des capitales de l'armement et de la militarisation, particulièrement dans le spatial. Macron a ouvert ici la base du commandement de l'espace en fait français à Toulouse. Il a aussi ouvert un centre d'excellence et doctrinaire de l'OTAN en fait à Toulouse. Ça, on va voir qu'il va y avoir une conversion au fur et à mesure des villes comme ça, de plein de villes, pas que Toulouse, mais de plein de villes comme ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut par exemple faire de Toulouse une des capitales de l'antimilitarisme, quoi, parce que il va y avoir des milliers de travailleurs qui vont être au cœur de la chaîne de production et qui vont pouvoir arrêter potentiellement justement la production d'armement, etc., etc. Voilà, mais pour ça, il faut avoir un discours clair sur tous les conflits actuels, pas seulement les conflits à venir, mais aussi, comme l'a dit Philippe, sur les conflits actuels. C'est pour ça qu'on dénonce ceux qui disent en fait qu'il faut soutenir le droit international, qu'il faut soutenir l'ONU, qu'il faut soutenir les sanctions contre la Russie, etc., etc. Nous, on pense que ça passe pas du tout par là et que ça passe par le fait de dire que nos intérêts ne sont pas du tout ceux de quelconque puissance impérialiste ou puissance régionale qui voudrait imposer ses intérêts dans la région, mais que nos intérêts ils sont dans ceux de la classe ouvrière internationale, dans ceux de la défense des peuples opprimés, etc. Et ça, c'est une question essentielle. C'est ce qui fait une énorme différence, par exemple, de notre politique avec celle de la France insoumise, qui va n'avoir, par exemple, qui a récemment s'est abstenu ou a voté contre, je sais plus, via dans la commission de défense, via Bastien Lachaud, l'augmentation des crédits d'armement, enfin en tout cas d'aide aux entreprises de l'armement, etc., en disant que ça allait être avant tout des aides militaires qui n'allaient pas servir à véritablement augmenter les capacités militaires de la France, mais surtout aller dans les modes dans des dépenses de fonctionnement, ou encore quand ils avaient déjà lors de la loi de programmation militaire, ils s'étaient abstenus sur le vote de la loi de programmation militaire plutôt que s'y opposer concrètement, en disant que ça n'allait pas assez loin. Tout ça, nous on pense que c'est une position qui n'est pas la bonne, qui est une position qui en dernière instance se range du côté de la défense de l'impérialisme français. Et du coup, une position claire, c'est une position qui s'oppose et aux impérialismes en général et à notre propre impérialisme. Ce que beaucoup de gens oublient parfois en parlant de l'État français, etc., c'est que l'État français, c'est une des puissances les plus ouvertement agressives et militaristes en fait qui existent au monde. Juste pour finir sur ça, mais typiquement, l'État français a fait près de 190 guerres, je crois, 190 opérations extérieures seulement entre la fin de la guerre froide et 2023. C'est énorme, je veux dire, le nombre de guerres qu'il y a eu. Il y a eu des guerres qui ont été encore plus longues, quasiment aussi longues que la guerre d'Algérie, comme les guerres au Sahel, etc., qui ont été menées par la France. Il y a eu les massacres en Libye, etc., etc. Je rentre pas dans le détail, mais du coup,
il faut pas, on range aucune confiance évidemment, que ce soit dans l'État français, dans l'armée française ou autre quoi. On pense qu'il faut expliquer d'ores et déjà en fait à notre classe qu'elle n'a aucun intérêt à se ranger derrière ce tournant militariste. Merci beaucoup, Julien. Donc, on va terminer la partie sur la guerre en Ukraine. Pour terminer, il y a en ce moment une campagne de souscription qu'on a lancée avec Révolution Permanente, qu'on est en train de du coup mener avec tous nos militants à l'échelle nationale dans l'ensemble des villes où nous sommes présents, parce que en réalité, Révolution Permanente se prépare à avoir aussi une année folle en termes d'activités militantes, politique, avec beaucoup d'enjeux qui se recoupent pour nous. Donc, on a bientôt une autre conférence internationale de la FT, Fraction Trotskiste, de la 4e internationale au Brésil. On participe actuellement aux élections municipales dans 9 villes différentes en France. On va aussi se présenter aux élections présidentielles, donc ça va impliquer de grosses dépenses. Et on veut produire aussi régulièrement des streams, des émissions, des reportages, des couvertures même internationales. On a un camarade qui va aller en Italie ce vendredi pour couvrir la grève qui va s'organiser contre le budget de Meloni. Donc c'est tout cela qu'on veut donc financer et qu'on veut faire en sorte que RP aussi puisse avancer en tant qu'organisation de l'extrême gauche, de gauche révolutionnaire en France, mais aussi à l'international, puisqu'on a beaucoup de travail politique afin de reconstruire aussi une gauche révolutionnaire en Belgique, dans l'ensemble des pays européens, en Allemagne évidemment, et donc lutter contre la militarisation et l'austérité, pas simplement dans le cadre national français, mais aussi dans toute l'Europe, quoi. Donc pour financer ce travail, vous pouvez aller donc le bot a envoyé le lien dans le chat. Vous pouvez aller sur la page don-révolutionpermanente.fr. Le don est déductible de 66% et ça va nous permettre d'organiser des streams de plus grande qualité que même aujourd'hui, parce qu'on a eu très peu de temps, mais on veut faire en sorte que ce soit à la fois régulier, qualitatif, et qu'on a beaucoup d'invités aussi extérieurs qui puissent participer à l'émission. Donc je vous invite à aller sur la page de don, nous soutenir et aussi même remplir un formulaire sur notre site pour commencer à militer avec nous, pour participer avec nous à des mobilisations, comme aussi la mobilisation qui arrive ce week-end, la manifestation nationale de ce samedi pour la Palestine, contre le génocide, contre le plan colonial de Trump. Donc pour faire tout cela, rentrer en contact avec nous, avec nos militants à Paris, Toulouse, Saint-Denis, participer avec nous à la campagne qu'on mène au municipal. Donc voilà, c'est ça, je pense que le mot de conclusion. Je sais pas si tu veux dire un tout petit mot de goodbye, Julien, mais en tout cas on entend se retrouver régulièrement avec Julien, Philippe et d'autres camarades de la section internationale pour discuter voilà à la fois de la situation aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine, évidemment aussi en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique. Donc on va revenir bientôt.